BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19. Mon invité, c'est Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Bonsoir Hubert Védrine. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. Ça fera samedi matin presque une semaine que le Moyen-Orient s'est embrasé. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que cette guerre, pour vous, qui venait de publier un livre qui s'appelle « Après l'Occident » avec Maurice Godelier, est-ce que cette guerre en Iran, dans laquelle nous sommes un peu pris, on va revenir évidemment sur cet engrenage qui nous a été un peu imposé, en tous les cas c'est ce que dit le président Macron. Est-ce qu'on assiste à une bascule historique ? Non, à force de dire qu'on bascule, on revient au point de départ. Vous savez, on dit qu'on bascule tous les 15 jours. Non. Mais alors, je voudrais préciser que le titre du livre, « Après l'Occident », il y a un point d'interrogation. Oui. Parce qu'on termine sur des différents scénarios. Oui. Bon, sur la guerre, je dirais que ça devait arriver un jour ou l'autre. Les États-Unis, c'est pas la seule raison pour Trump, il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs bizarres et contradictoires dans la décision. Les États-Unis n'ont jamais pardonné la prise d'otage de 1979. Donc un élément western impitoyable, la vengeance de l'Amérique. Ce qui est bizarre, c'est qu'il s'était engagé à ne jamais faire ça. Il a été élu sur le fait qu'il n'y aurait plus de guerre absurde sans fin. No war. Pour imposer nos valeurs, la démocratie. Donc un engrenage compliqué d'influence américaine, électorale, économique, israélienne ou autre, qui ont abouti à ça. La question maintenant, c'est combien de temps ça va durer ? Et ce n'est pas une question que militaire, ce n'est pas qu'une question de réserve de munitions, ce n'est pas qu'une question de maintien d'une capacité résiduelle de nuisance de l'Iran dans le détroit d'Ormuz, c'est une question de politique intérieure américaine. Parce que la base... Et une question aussi de politique intérieure iranienne, parce que le changement, il doit peut-être venir de l'intérieur. Oui, mais c'est une question de politique intérieure. Ce sont les États-Unis qui dominent quand même. Oui, mais c'est une question de politique intérieure américaine et israélienne. Non. Bah oui, c'est les Israéliens qui ont tiré les premiers. Enfin, du coup, c'est sûr qu'après les déclarations de Marco Rubio, on a un petit peu de mal à savoir en fait qui a tiré le premier. Vous me direz, le résultat, il est là, en tous les cas. Rubio n'a pas démenti le fait que les Israéliens aient un peu poussé les Américains à intervenir en indiquant qu'ils allaient frapper la réunion sur laquelle ils avaient des informations. Il y a peut-être aussi ce que disaient les Omanais, qui disent qu'ils n'étaient pas loin d'un accord, en fait, sur le nucléaire, pas sur les missiles. Ça aurait pu pousser Israël, qui a toujours considéré que tout accord était mauvais, de toute façon, à dire on y va et entraîner les États-Unis. Ce n'est pas la seule raison, il y a un mélange de raisons de la part de Trump. Et ça se ramène donc à la question de la durée. Or, la base de Trump, la base MAGA, les électeurs républicains, en majorité, sont contre. Pas en grande majorité contre, mais en fait, ils sont en majorité contre. Ça, c'est l'incarnation, c'est incarné par le vice-président Vance, alors que Rubio est interventionniste. Combien de temps ça peut tenir pour Trump ? Donc c'est une question, il n'y a pas que la question iranienne ou que la question des armes moyennes, il y a une question de politique intérieure américaine. Bien sûr, mais combien de temps ça va durer ? C'est aussi important, vous avez raison, sur le plan intérieur, mais aussi on voit bien que les Iraniens, ils jouent la durée, d'abord parce que ça va perturber, on en parlera ensuite dans les 18-19, ça perturbe l'économie mondiale. Et puis en fait, ils ont tapé partout, ce qui fait que c'est une manière aussi de disperser les conséquences, en tous les cas, de ce qui se passe. Il y en a, eux, ils sont des marathoniens, alors que Donald Trump, j'aime bien cette expression, est plutôt un sprinter. Lui, il veut des résultats tout de suite. Or, il ne les aura pas tout de suite. Je voudrais qu'on revienne quand même... Je ne crois pas que les Iraniens jouent, ils ne peuvent pas jouer. Ils peuvent tenter de durer. Oui, mais en tout cas, c'est la carte qui est... la carte. Ils font ce qu'ils peuvent. On va revenir sur ce point-là. Ils n'allaient pas s'écraser sans rien faire, on le savait, ça. C'est pas une découverte. Non, mais en même temps, ils sont quand même aussi assez habiles dans l'art de la guerre. Enfin, disons, coriace. Sur la position, vous avez écouté, j'imagine, l'intervention du chef de l'État mardi soir. Est-ce que vous trouvez qu'il a une position assez juste ? Il a dit, nous ne sommes pas en guerre, mais en tous les cas, nous allons accompagner notamment en faisant venir le porte-avions Charles de Gaulle, en faisant venir des Rafales, en faisant venir la frégate Languedoc, pour défendre notamment Chypre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position qui dit on est plutôt dans une position défensive, en tous les cas qu'offensive? Est-ce qu'il a raison, le président de la République? J'ai pas l'habitude de commenter les déclarations du président, surtout en temps de, entre guillemets, de guerre. Bon, il fait son travail. Hein. Il est chef de l'État, il est chef des armées, il fait ce qui doit être fait. Voilà. On n'est pas impliqué directement, c'est vrai, on n'est pas déclencheur. On n'a aucune influence sur les Iraniens, ni sur les Israéliens, ni sur Trump.
Trump a de l'influence sur Israël un peu, Israël sur les États-Unis aussi. Aucun pays européen n'a d'influence particulière. Donc regardez les déclarations des différents pays européens, ils disent... On est attentiste, on est quoi? Non, je parle de la réalité. Oui. Dans la réalité, on n'est pas déclencheur de la guerre. On n'a pas les éléments pour la terminer. On n'est pas en guerre directement. Simplement, on doit prendre des précautions. On doit prendre des décisions de sécurité parce qu'il y a des Français sur place, parce qu'il y a une base à Abu Dhabi. Donc on a des accords aussi quand même avec les... Le président a fait ce qui relève de sa responsabilité. C'est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ça ne nous donne pas la clé de la suite. Juste vous disiez, on n'est écouté ni par les uns ni par les autres. Il y a quand même le président du Liban qui a appelé Emmanuel Macron en lui demandant d'essayer de convaincre Israël et Benjamin Netanyahou de ne pas intervenir parce qu'il y a quand même une menace d'une intervention très forte au sud Liban. Comme personne n'a d'influence vraie sur Israël en fait, qui est en train de réussir une sorte d'atteindre le programme de Netanyahou, d'éliminer tout ce qui menaçait plus ou moins Israël autour. Bon, voilà. Donc ceux qui veulent se protéger se disent mais qu'est-ce qui peut m'aider à me protéger? Donc le Liban redécouvre un peu la France, alors que l'influence française au Liban n'est plus du tout ce qu'elle était. Donc dans la crise, dans l'inquiétude, il demande au président français d'essayer d'influencer. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'influence sur les décisions de Tsahal? On n'en sait rien. Mais c'est très normal que le président du Liban demande. C'est très bien si le président Macron le fait. Et c'est encore mieux s'il obtient quelque chose. Il y a une sorte de retenue par rapport à Israël qui veut contrôler tout le sud du Liban au sud du Litanie. Bon, c'est très bien. Ça ne donne pas une influence directe sur l'avenir de la guerre. Hein. Oui, bien sûr. Il s'est passé quand même, on voit bien qu'il y a des grandes divergences au niveau européen, tout de même, parce qu'il y avait presque des images presque symboliques, c'est-à-dire qu'il y avait le chancelier allemand Friedrich Merz qui était à Washington, et pendant ce temps-là, il y avait l'Espagne qui interdisait aux avions américains de s'arrêter sur les bases américaines qui sont en Espagne, en disant non, no guerra, en tous les cas, c'est ce que disait Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol. Du coup, Donald Trump a dit, c'est simple, on va briser tous nos accords avec l'Espagne. Mais donc, il y a des positions très différentes. Une fois encore, l'Europe est divisée? Non, l'Europe n'est pas divisée, les Européens sont différents. Oui, mais enfin, on voit bien quand même que... Non, mais quand on dit que l'Europe est divisée, ça veut dire qu'elle était unie avant. D'accord, si vous voulez. Non, mais de toute façon, ni le chancelier allemand, ni le Premier ministre espagnol n'ont d'influence sur la chute de la guerre. Donc c'est secondaire. Non, mais la position de l'Europe, c'est jamais secondaire. On est quand même européens, on est français, vous êtes français, on est européens. Dans la guerre dont on parle, elle est secondaire. Oui. Parce que personne n'a d'influence sur la suite de la guerre, ni sur la sortie, ni sur le fait de savoir si Trump va se contenter d'une sorte de survie du régime qui aurait été le nucléaire, ou s'il va être entraîné par Israël jusqu'à le chaos, le renversement complet. On n'a pas d'influence par rapport à ça. Justement, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison sur les divergences entre Européens, je me bats à dire que c'est pas nouveau. Oui, on va y revenir parce que hier je recevais Éric Trappier, qui est le patron de Dassault Aviation, sur le futur avion de combat. Il a eu des propos très durs, notamment sur les Allemands et sur le fameux SCAF et sur Airbus. Mais je voudrais qu'on reste un instant encore quand même sur... À votre avis, c'est quoi la feuille de route de Donald Trump? Parce qu'il a dit des choses très contradictoires. Ben oui. Est-ce que maintenant, il est obligé d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'aller jusqu'au changement de régime en Iran? On en sait autant tous les deux, en fait. On a constaté que les justifications variaient sans arrêt, que c'est toujours le contraire de l'engagement électoral. Avec moi, il n'y aura plus de guerre de ce type. Alors, est-ce que c'est la vengeance? Parce qu'il aurait été ciblé par des projets d'attentats iraniens, la vengeance personnelle. La vengeance américaine, 79. Est-ce que c'est l'alignement complet sur la définition israélienne des intérêts vitaux israéliens, ce qui perturbe la base MAGA, qui n'est plus complètement d'accord avec ça? Est-ce que c'est une opportunité liée à d'autres éléments par rapport à la Chine, aux Russes? On ne sait pas très bien en fait. Et après, il y a un élément où les Israéliens manifestement ont joué un rôle pour déclencher la guerre, mais ils n'ont pas forcément d'influence directe sur le moment où Trump va décider de continuer ou pas, ou d'arrêter. Vous voyez, il y a plein de raisons. Selon les raisons, la suite n'est pas tout à fait la même. Et bien vous, c'est quoi la suite pour vous? Comment vous la voyez en tous les cas? Je ne pense pas qu'il puisse être... Alors, je n'ai pas les éléments militaires, mais je ne pense pas qu'il puisse éternellement rester dans cette situation et s'engager dans une guerre longue, alors que sa base le contredit complètement, qu'il y a des répercussions sur l'inflation, alors qu'il a gagné contre Biden
avec l'argument de l'inflation, enfin, contre les démocrates, et que maintenant, ça repart en force, et qu'une partie de l'opinion américaine dit qu'il mène une mauvaise politique économique. Il est sur la défensive depuis décembre. Oui, absolument. Encore plus depuis janvier, à cause de la Cour suprême. Donc ça l'amène à des décisions qui sont brutales, vous allez tout à fait relever, pas tout à fait cohérentes, et lui-même, dans ses justifications, varie, alors que quand on écoute Vance et Rubio, ce sont deux lignes différentes. Pour le moment, c'est la ligne Rubio là, qui l'emporte. Oui. Qu'est-ce que ça va donner? Encore une fois, je ne passe pas. Je pense qu'il peut durer 8 jours, 15 jours, 3 semaines. Lui-même avait parlé d'un mois. Hein. Au-delà, je serais très étonné, sauf si la nuisance sur Hormuz continue. Parce que pour sécuriser Hormuz et assurer les bateaux, c'est pas évident. Et sauf si les Iraniens qui ont survécu désignent le fils du guide. Là, c'est une provocation directe. Donc, on revient dans le scénario western. Donc, on va s'accrocher pour l'éliminer. Parce qu'effectivement, on a le sentiment qu'en tous les cas, c'est le fils du guide suprême, donc Khamenei, qui devrait prendre la suite. Et en l'occurrence, on sait que c'est quelqu'un de très dur, hein, lui aussi, si presque encore plus dur que son père. Si c'est le cas, c'est une provocation. C'est une provocation, oui. Il peut pas être plus dur à la tête d'un pays à moitié détruit, mais en tout cas, ça pousse Trump à ne pas lâcher tout de suite. Alors que s'il y avait un régime à la Venezuela, vous voyez, encore le régime, des gens qu'on ne connaît pas, et qui disent on arrête le nucléaire, Trump pourrait s'en contenter, Israël serait frustré, mais Trump pourrait s'en contenter. Mais on ne sait pas encore. On n'est pas à la place de Trump. Est-ce que vous diriez que l'Iran a déjà perdu la guerre, là? La supériorité américaine est totale, c'est évident. Ils ne peuvent pas ne pas la perdre. Il n'y a aucune question par rapport à ça. Oui, il faut quand même voir. Simplement, on ne sait pas exactement quand, comment et quelles sont les nuisances résiduelles dont je parlais. Les conséquences sur le plan diplomatique, géopolitique au Moyen-Orient. Parce que quand même la grande surprise, même l'ont reconnu, ça a été de voir que l'Iran a tapé Oman, a tapé les Émirats, alors que c'était non pas des alliés, mais c'était quand même notamment des interlocuteurs dans un dialogue de sourds avec les Occidentaux, notamment avec les États-Unis. Ça, c'est vrai des Omanais. Oui, c'est entre les deux. Vrai pour Oman. En même temps, les Arabes voisins, même s'il y a quelques pays arabes un peu chiites dans la région, ils avaient peur de ça. C'est précisément pour ça qu'ils disaient à Trump de ne pas attaquer. Donc ils le savaient. Donc ce n'est pas une surprise totale que l'Iran se soit défendu par tous les moyens. Ils s'y attendaient un peu, en fait. Bon, qu'est-ce que ça change pour la suite? Ça va dépendre de l'issue. Si c'est le même régime qui a survécu, de bric et de broc, ou si c'est un vrai changement. Personne ne croit dans les experts un changement immédiat facile. Donc à ce moment-là, on a une longue période de chaos qui ne gênerait pas du tout les États-Unis, ni sans doute Israël, mais qui gênerait les pays arabes voisins. Et qui gênerait indirectement la Chine et la Russie. Pour la Russie, tout ça n'est pas mauvais. Pour la Chine, tout ça n'est pas mauvais. En fait. Pour la Chine, si, parce que déjà, elle faisait venir du pétrole à hauteur de 20% avec le Venezuela, donc le changement de régime. Là aussi, les États-Unis ont pris la main sur le pays. Et puis là, sur l'Iran, c'est 30%, donc ça commence à faire beaucoup pour la Chine. Il ne me semble pas que ce qui se passe soit mauvais pour Poutine, en tout cas. Enfin, on verra. Pour Vladimir Poutine, la question, c'est maintenant de savoir où est-ce qu'il y a des armes. Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Iraniens, en fait, arrivent au bout de leur arsenal de défense? Je ne sais pas. Il y a des centaines de commentateurs militaires qui, à mon avis... je recevais le général Pellistrandi ensuite, mais... Je n'ai pas d'informations. Ça, c'est évident que la supériorité américaine et israélienne, plus ou moins coordonnée selon les mots, ne fait aucun doute. Il n'y a aucun doute au point d'arrivée. Mais on ne sait pas quels sont les stocks de missiles, par exemple, les rampes de lancement, et il n'y a pas de doute sur l'issue de la guerre. Il n'y a pas de doute. Pour vous, il n'y a pas aucun doute. On ne sait pas si c'est 8 jours, 15 jours, 3 semaines. Ce qui change un peu la suite, puisque Trump n'est pas en mesure de tenir éternellement compte tenu de sa base politique à lui. Il faut croiser les deux calendriers. Oui, puis après, les conséquences, et vous avez raison, sur l'économie mondiale, parce que ça dépend beaucoup. Mais je parlais des conséquences politiques, parce que Trump voudrait essayer de perdre le moins possible. Les midterms, voilà le livre. Les midterms en novembre, et là, il aggrave le risque de les perdre. On a quoi comme... Pour le moment. Nous, Européens, on a quoi comme levier pour faire quelque chose? Là-dessus. Rien. Oui. Non, on peut se protéger plus ou moins intelligemment, plus ou moins efficacement. Ce que fait la France est tout à fait correct. On peut s'occuper des ressortissants. On peut essayer d'imaginer le Moyen-Orient d'après, relance ou non des accords d'Abraham, la dimension israélo-palestinienne, qui a beaucoup plus de conséquences pour nous, en termes politiques d'ailleurs, que l'affaire d'Iran. Mais on ne peut pas agir directement. Ni l'Allemagne, ni la Grande-Bretagne, ni la Pologne, ni l'Espagne, ni personne en fait.
par rapport à ça. C'est les Européens d'aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau, c'est vrai. Chaque fois que vous m'invitez, qu'on a une crise à commenter, la réponse est malheureusement la même. Oui. Pour le moment. Oui, et encore, vous savez, je garde le meilleur pour la fin, entre guillemets, parce que vous avez, parmi vos thèses, vous réfutez complètement le fait qu'il y ait un couple franco-allemand, alors que historiquement, on nous a toujours dit qu'il y avait un couple franco-allemand, notamment, on l'a vu avec François Mitterrand, dont vous étiez... De Gaulle, Adenauer, Giscard, Schmitt, Mitterrand, Kohl. Oui. Après, c'est la réunification, c'est fini. On va revenir sur la coopération n'est pas finie, mais le couple, qui est un terme très affectif, est fini après. J'ai encore une petite question juste avant de revenir sur cette divergence quand même très forte entre les Allemands et les Français sur les questions de défense et d'industrie de défense. Est-ce qu'on n'a pas été quand même, nous Français, on n'a pas une énorme responsabilité, une forme de naïveté française incroyable vis-à-vis de Khomeini? On a accueilli à Neuf-le-Château, beaucoup d'intellectuels étaient autour de lui, on l'a presque soutenu pour qu'il aille au pouvoir. Je précise qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas encore à l'Élysée avec François Mitterrand, c'était du temps de Valéry Giscard d'Estaing, évidemment. Oui, mais à l'époque, indépendamment de ça. Rappelez-vous que l'ensemble... Une naïveté française incroyable. Non, pas française en particulier. Rappelez-vous que l'ensemble des commentateurs des émissions dans ce journal, les gens étaient contre le Shah d'Iran à l'époque. Oui, bien sûr. Donc les gens se réjouissaient de la chute du dictateur Shah d'Iran. Bon. Donc il y a la France, il n'y a pas une politique française très particulière, d'autant qu'après... On a accueilli pendant des années chez nous. D'autant que la France a fait en sorte que l'Iran ne gagne pas contre l'Irak dans la guerre interminable, ni l'inverse d'ailleurs, et qu'après la France a joué un rôle très important pour qu'il y ait un accord pour mettre fin au nucléaire iranien, c'était les idées notamment d'Obama, et que la France a joué un rôle très utile, notamment pour durcir. Donc des gens comme Dominique de Villepin, Laurent Fabius ont joué un rôle important pour arriver à un accord vérifiable sur le nucléaire. Après, il y a la question des missiles. Donc, il n'y a aucune complaisance française historique. D'accord, pas là-dessus. Alors, je reviens quand même sur... Je sais que c'est un sujet pour vous que vous balayez d'un revers de main, Hubert Védrine, mais quand même sur la relation, non pas le couple, la relation franco-allemande. Parce que, je vous disais, hier, je recevais Éric Trappier, le président de Dassault Aviation, qui est donc le Rafale. Il faut trouver un avion du futur pour le Rafale, et normalement, il y avait en cours, en projet, le SCAF, donc fabriqué, qui doit être fabriqué par Dassault et par Airbus. Et on a vu, c'est un bras de fer absolument sans précédent, et visiblement... on va dans une impasse parce que Dassault veut le leadership, Airbus se dit il n'en est pas question. Frédéric Merz, le chancelier allemand, dit il faut, écoutez, si ça marche pas, tant pis, de toute manière, est-ce que c'est même pas sûr qu'on ait besoin d'un même avion de combat? Et puis vous avez Emmanuel Macron pour l'instant qui reste un peu, qui dit c'est incompréhensible tout ça, mais on a l'impression qu'on est complètement dans un corner. Ça veut dire que avoir une industrie de défense commune entre la France et l'Allemagne, on n'y arrivera jamais, Hubert Védrine. Alors, je ne balaye pas la relation franco-allemande d'un revers de main, je balaye les idées creuses. D'accord. Qui font perdre du temps. Il faut relancer le couple pour lancer l'intégration. Ce n'est plus la question depuis la réunification. Il faut dire qu'on est des pays très différents. Oui, ça se voit. Et on désaccord sur plein de sujets, notamment l'énergie, encore plus que ce dont vous parlez. Industrie et énergie. On a des intérêts vitaux pas définis tout à fait de la même façon, notamment maintenant à nouveau sur l'aéronautique, il y a d'autres sujets. Il n'empêche que s'il n'y a pas un accord franco-allemand sur certains grands sujets d'avenir, toute la machinerie européenne ne marche pas bien et qu'il faut donc les trouver. Mais moi, je ne m'en sens pas, disons, légitime pour condamner la position de M. Trappier. Parce que Dassault, c'est une pépite absolue par rapport à ça. Ils savent faire des avions. Il y a une dispute de leadership dans la coopération entre Airbus et Dassault qui sont deux choses magnifiques pour la France. Compte tenu de l'évolution de l'Allemagne elle-même, en disant on va faire la première armée d'Europe, l'Allemagne. Il n'est pas très clair d'ailleurs sur l'insertion de la première armée d'Europe dans le système européen de demain. Le futur pilier européen de l'Alliance Atlantique qu'il faut construire. Bon, et qu'en plus vous avez vous-même donné la réponse. On n'est même plus sûr par rapport à ces projets qui durent depuis 15 ou 20 ans qu'on ait besoin d'un avion de combat. Parce qu'il y aura des drones et des systèmes. Donc, je pense que tout ça va être dépassé, qu'il y a à critiquer personne et qu'on va travailler sur la génération suivante et qu'on peut retrouver des convergences franco-allemandes peut-être. Il faut les chercher en tout cas. Merci Hubert Védrine. Juste encore une question. Le chat, le petit chat comme on l'appelait, le petit chat, enfin le chat d'Iran, Reza Pahlavi, ça peut être une solution momentanée?
J'en sais rien, mais vous voyez comme moi que Trump n'a pas été convaincu. Non. Donc pour le moment, il joue pas cette carte. Il attend la suite. Mais comme Trump ne sait pas lui-même s'il va rester engagé, comme le souhaitent les Israéliens, jusqu'à la chute du régime et un chaos éventuel dont sortirait peut-être soit un général normalement nationaliste, on va dire, ou alors le fils du chat, la réponse n'est pas entre nos mains. Merci beaucoup Hubert Védrine d'avoir été avec nous, donc ancien ministre des Affaires étrangères, et donc après l'Occident avec un point d'interrogation avec Maurice Godelier. Oui, justement, vous posez, c'était avant la guerre que vous l'avez écrit, avant ce conflit iranien. On a commencé il y a plusieurs années. Absolument, mais qui montre quand même qu'on arrive sans doute même à un moment un peu historique, en tous les cas pour l'Occident. Merci infiniment d'être venu ici sur ce plateau.